Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un grand classique du DCG, le traitement fiscal du crédit bail immobilier. L'idée c'est de décortiquer ensemble, pas à pas, tous les calculs que l'on attend de nous le jour de l'examen. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut bien poser l'énoncé. C'est la base. On a un immeuble d'une valeur d'origine de 2,5 millions d'euros, bien séparé entre le terrain, 500 000, et la construction, 2 millions. Gardez bien en tête la durée de vie de la construction, 20 ans, et celle du contrat de crédit bail, 15 ans. Tout le raisonnement fiscal va découler de ces quelques chiffres. Avant de se lancer dans les calculs, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, la vision comptable. Pour elle, c'est simple, c'est une location. L'immeuble n'est pas au bilan et les loyers sont de simples charges. Mais de l'autre côté, il y a la vision du fisc. Et là, c'est tout autre chose. Pour l'administration fiscale, l'entreprise est économiquement propriétaire dès le premier jour. Et c'est justement ce décalage qui va nous obliger à faire toute une série de calculs spécifiques. Cette vision fiscale nous amène directement au cœur du problème, à l'étape la plus importante, le calcul de ce qu'on appelle la valeur résiduelle fiscale. Première étape toute simple, on doit déterminer sur quelle base on va travailler. Et bien sûr, on ne prend en compte que ce qui s'amortit, donc la construction. Le terrain, on laisse de côté. On part donc de la valeur de la construction qu'on a dans l'énoncé, c'est-à-dire 2 millions d'euros. C'est notre point de départ, notre base amortissable fiscale. Maintenant, on se met dans la peau du fisc. On va faire un calcul purement théorique. On va calculer l'amortissement que l'entreprise aurait pratiqué chaque année si elle avait été propriétaire de l'immeuble depuis le début. Le calcul est direct. On prend notre base de 2 millions d'euros et on la divise par la durée de vie économique de la construction, soit 20 ans. Ça nous donne un amortissement annuel théorique de 100 000 euros. Ok, on a l'amortissement pour un an. Maintenant, il faut l'étendre sur toute la durée du contrat de crédit bail, c'est-à-dire sur 15 ans. Là encore, c'est une simple multiplication. On prend nos 100 000 euros par an, on multiplie par les 15 années du contrat et on arrive à un total d'amortissement théorique cumulé de 1,5 million d'euros. Et nous y voilà, on arrive enfin au chiffre clé, le fameux Graal de notre calcul, la valeur résiduelle fiscale, ou VR fiscale. Pour l'obtenir, on prend notre valeur d'origine de 2 millions, on soustrait les amortissements cumulés d'1,5 million et on obtient 500 000 euros. C'est la valeur que le bien est censé avoir pour le fisc à la fin du contrat. Bon, on a ce chiffre, 500 000 euros. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va voir l'impact que ça a au moment où l'entreprise décide de lever son option d'achat. L'étape suivante est logique. On compare la valeur théorique fiscale qu'on vient de calculer, soit 500 000 euros, avec le prix qui est réellement payé pour la construction. Attention, le prix de l'option est de 700 000 au total. On part du principe ici qu'il se ventile en 500 000 pour le terrain et donc 200 000 pour la construction. C'est ce chiffre de 200 000 qu'on compare à notre VR fiscal. Et là, que voit-on? La valeur fiscale, 500 000, est bien plus élevée que le prix payé, 200 000. Du point de vue du fisc, c'est comme si l'entreprise avait fait une bonne affaire, un profit. Et ce profit, même s'il n'apparaît pas en comptabilité, il va falloir le réintégrer dans le résultat fiscal. Le montant de cette réintégration est tout simplement la différence entre les deux. 500 000 moins 200 000, ça nous fait 300 000 euros. C'est cette somme qui sera ajoutée au résultat imposable l'année où l'option sera levée. On sait donc qu'un jour, il faudra payer un impôt sur ces 300 000 euros. Et cette certitude, on l'a dès la signature du contrat. La comptabilité, par prudence et pour respecter le rattachement des charges aux exercices, va donc anticiper cette future dépense. Pour savoir combien il faudra provisionner au total, il suffit de calculer le montant de l'impôt qui correspond à notre réintégration. On prend notre réintégration de 300 000 euros, on applique le taux d'IS de 25% et on trouve un supplément d'impôt futur de 75 000 euros. Et cette charge future de 75 000 euros, elle est liée à l'ensemble du contrat de 15 ans. Donc, pour bien la répartir dans le temps, on va la provisionner un peu chaque année. 75 000 divisé par 15 ans, ça nous fait une provision annuelle de 5 000 euros que l'on va passer dans le fameux compte 155, provision pour impôt. Allez, on arrive à la dernière étape du raisonnement. Que se passe-t-il une fois que l'option d'achat est levée et que l'entreprise devient cette fois officiellement et comptablement propriétaire de son bien? Eh bien, on se retrouve avec une nouvelle divergence. Pour la comptabilité, la base d'amortissement est simple. C'est le prix d'achat de la construction, soit 200 000 euros. Mais pour le fisc, on continue sur la lancée du calcul précédent. La base d'amortissement, c'est la valeur résiduelle fiscale, soit 500 000 euros. Cet écart de base va logiquement créer un écart d'amortissement. Fiscalement, sur les 5 ans restants, on peut amortir 100 000 euros par an. Comptablement, seulement 40 000. La différence, 60 000 euros par an, c'est ce qu'on appelle amortissement dérogatoire. C'est une charge déductible fiscalement, qu'on enregistre au compte 1455 et qui vient en quelque sorte compenser la réintégration qu'on a vue avant. En résumé, si on devait retenir la méthode pour l'examen, il y a vraiment 3 points clés à maîtriser.
Premièrement, la VR fiscale se calcule toujours comme si on avait été propriétaire depuis le début. Deuxièmement, la provision pour impôt, c'est l'anticipation d'une charge fiscale certaine. Et troisièmement, l'amortissement dérogatoire vient corriger l'écart de base qui apparaît après l'achat. Finalement, toute cette gymnastique entre la comptabilité et la fiscalité, ça nous montre bien une chose. Même si, juridiquement, un crédit bail est une location, sa substance économique, elle, est bien plus proche d'une acquisition financée par un emprunt. Le fisc ne s'y trompe pas.